Donc, on a le créneau, on disait qu'on avait le créneau après le repas. On va essayer d'être assez dynamique pour vous garder intéressés. Donc, cet après-midi, les trois présentations, en fait, sont issues des travaux des chercheurs de l'équipe en littératie médiatique multimodale et donc des travaux issus aussi de tout ce qu'on a fait pour le volet éducation dans le partenariat LQM. Donc, j'étais responsable, je vais me présenter puisque je suis à la fois animatrice je vais animer, mais j'étais aussi co-responsable du projet avec Virginie Martel et tous nos collaborateurs ici. Donc, je vais me présenter, Nathalie Lasselle, je suis professeure ici à l'UQAM au département de didactique des langues et je suis responsable donc de l'équipe en littératie médiatique multimodale. Je suis aussi responsable du volet éducation de littérature québécoise mobile. Et du laboratoire Labyrinthe. Vous avez peut-être déjà, si vous étiez aussi à Lyon, on avait présenté là, Labyrinthe l'année passée pour les fictions et données, dans le cadre de Fiction et données, donc qui était un autre volet de LQM. Et donc, voilà, je suis responsable de ce laboratoire-là et aussi rédactrice en chef de la revue Multimodalité. Virginie est directrice de cette revue-là. Donc, voilà, on a beaucoup d'activités ensemble. On est une grande équipe et on va pouvoir aujourd'hui vous présenter un projet qui s'intitule « Arriver à bon port » et qui s'inscrit dans le partenariat littérature québécoise mobile. Dans les axes soutenir et prendre part. Si vous avez vu sur la page d'accueil du colloque, on a affiché les trois grands objectifs là, qui étaient de documenter, soutenir et prendre part. Et pour le volet de documentation, on a davantage travaillé sur Labyrinthe à documenter les œuvres numériques jeunesse. Donc, on en a vu beaucoup là, depuis une journée et demie, des œuvres de toutes sortes. Nous, on le fait pour le jeunesse, donc tout ce qui est œuvres jeunesse, on essaie de les saisir, de les décrire sur Labyrinthe. Mais aujourd'hui, on va parler de soutenir et prendre part. Donc, comment on a pu tenter de soutenir le milieu de l'édition, le milieu de l'éducation pour favoriser l'apprentissage de la lecture et de la création numérique, de littérature numérique. Et donc, voilà, je vais commencer et c'est parti. Donc, malgré l'intérêt grandissant pour la production et la diffusion des contenus jeunesse numérique, il demeure difficile de rejoindre les publics et de répondre aux besoins de formation des jeunes aux nouvelles formes de littératie. De plus, le financement et la distribution de formats numériques interactifs originaux s'avèrent coûteux et dépendent de subventions substantielles d'organismes publics. Ainsi, afin de soutenir la transition numérique des maisons d'édition jeunesse, l'équipe de recherche en littératie médiatique multimodale, grâce au financement d'une action concertée du FRQSC, du ministère de la Culture et de LQM Éducation, donc qui a été tout de suite la subvention après, donc ça fait presque 8 ans de travail. On a collaboré à la résolution de nombreux points de rupture entre la production, la diffusion et la réception par les publics des œuvres numériques. On n'a pas réussi, mais tous ces points de rupture, mais on y travaille et on a un projet aujourd'hui qui démontre l'avancement de ce travail. Donc, le projet d'album Jeunesse augmentée, mené depuis 4 ans avec la maison d'édition Les 400 coups, a permis la mise en commun d'une expertise centrée sur les possibles éditoriaux en lecture numérique et une meilleure compréhension des besoins du milieu d'éducation d'accéder à des formats de livres permettant de renouveler les modalités d'apprentissage. Les 3 communications de la séance vont donc porter sur le développement d'un prototype fonctionnel de livre numérique particulièrement innovant par sa forme et ses principes de navigation, mais également dans ses ajouts de contenu pédagogique du point de vue de l'édition, de la conception et du développement technique des apprentissages à réaliser en littératie numérique. Donc, voici l'objectif. Maintenant, notre communication va être sur le mode du dialogue parce qu'on a des partenaires qui ont accepté du milieu de l'édition de venir dialoguer avec nous. Donc, je vous présente tout de suite Simon Dejoca, qui cumule 30 ans d'expérience en éducation et en édition. Donc, Simon Dejoca poursuit aujourd'hui son engagement dans ces sphères en menant de front la gestion des éditions Les 400 coups, dont il est devenu propriétaire en 2013, ainsi que les rôles de président du comité Québec Édition qu'il occupe depuis 2016 et celui de président de la société Banque de titres de langue française qu'il occupe depuis 2015. Ça fait beaucoup de choses. En plus des projets spéciaux, Simon. Donc, son travail a toujours été guidé par le désir de servir la jeunesse, l'éducation et la langue française.
J'ai aussi à mes côtés Nicolas Trost, donc, qui rejoint en 2015 les éditions Les 400 coups avec un DESS dans les poches en édition. Après avoir géré les communications, il se consacre actuellement à l'organisation des salons et de foires de livres, la gestion des ressources humaines, tout en mettant en place un programme d'accessibilité dans le but d'adapter les albums jeunesse à de nouveaux formats, donc, dont le EPUB dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, je commence avec une première question. Vous décidez qui répond. Donc, en quelques mots, présentez-nous votre maison d'édition et la collection Mémoire d'images. Oui. C'est écrit Simon, mais bon. Bonjour. Quelques précisions. Je ne préside plus la BTLF. J'ai passé ce rôle à quelqu'un d'autre, mais je siège sur le conseil d'administration de Copybec, qui est une autre infrastructure hyper importante au Québec qui assure la redistribution des redevances tirées des grandes institutions comme l'université ici, vers les ayants droit, auteurs, créateurs, créatrices, autrices et éditeurs. Mon collègue Nicolas siège sur le comité de Québec Édition, alors que moi, je siège sur le comité des droits et de la gouvernance à l'ANEL aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai plusieurs chapeaux, j'en ai porté beaucoup. Et d'ailleurs, avant d'être dans le monde de l'édition, j'étais enseignant. Et quand on me demande « t'enseignais quoi », je dis à peu près tout, parce que j'ai enseigné du préscolaire jusqu'à l'universitaire. Et j'ai été conseiller pédagogique, et tout ça dans une période de 10 ans. Fait que j'en ai vu beaucoup. En 2013, alors que je ne croyais pas... oui, effectivement, en 97, je reviens en arrière. En 97, alors que je ne pensais pas du tout que le monde de l'édition était à la portée de qui que ce soit, j'ai été approché par la directrice du marketing d'une maison d'édition scolaire qui soupait chez mon père, dînait pour les Français. Et à ce moment-là, j'avais une classe de 28 élèves en première année, donc 6 ans. 21 garçons, 7 filles, 9 troubles d'apprentissage, une accompagnatrice 15 heures semaine. Alors, je lui ai dit ce que tous les enseignants bien pensants auraient dit. Si jamais vous avez un job pour moi, vous m'appellerez. Le lundi suivant, elle m'appela. Et il y avait quelqu'un qui avait démissionné. Et c'est comme ça que j'ai commencé en édition. Je trouve que c'est important de vous le dire parce que l'édition n'est pas un choix que j'ai fait. C'est arrivé par hasard et j'ai toujours opté vers le oui, essayons-le. Puis si ça ne marchera pas, ben, on aura au moins le pouvoir de dire qu'on a essayé. Et c'est important parce que si on est ici aujourd'hui, Nicolas vous l'affirmera, je dis toujours oui. En 2013, suite à de longs voyages à travers l'édition scolaire et le numérique avec 2 marques où j'ai vendu tape-touche et des tableaux blancs interactifs, on m'a proposé d'acheter les 400 coups. Je trouvais que c'était une très bonne idée d'acheter une maison d'édition. On m'avait dit que si on pouvait faire une petite fortune avec l'édition jeunesse en présumant qu'on commençait avec une très grosse. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'étais seul, ou 1,5 en 2013. On est rendu 10 dans l'équipe aujourd'hui. Et dans la foulée des décisions qu'on a prises, on a décidé que le livre accessible ou l'accessibilité serait un des axes de développement de notre maison d'édition. Et qui dit accessibilité dit accès à tous les enfants dans tous les secteurs, peu importe leur situation socio-économique, d'handicap ou même linguistique. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Excellent, bravo, en 2 minutes, parfait. Quels sont les projets spéciaux que vous accompagnez habituellement Nicolas, parce que c'est toi qui es responsable des projets spéciaux. Et en quoi celui-ci est-il différent, le EPUB sur lequel on travaille? Ben, les projets spéciaux qu'on accompagne, c'est toujours on se posait la question comment on pouvait décliner les livres qu'on produit en version papier d'une autre manière. Donc, on a commencé par des vidéos en langue des signes québécoise avec un partenariat avec l'école Gadebois. Donc, de filmer des interprètes devant un fond vert pour intégrer les images, pour pouvoir rendre encore plus accessible la langue des signes aux enfants apprenants en support avec le livre papier, vu qu'il y a une différence entre le LSQ versus le français écrit. Après ça, ça a été le numérique, donc les versions PDF, les versions EPUB également, avec notamment l'intégration de textes de remplacement pour les images, pour les générateurs de braille par exemple, ou les synthèses vocales. Donc c'est en fait la version accessibilité limitée qu'on peut faire parce que
l'album jeunesse est très difficile à adapter en numérique parce qu'on ne peut pas refaire la mise en page complètement versus un roman où il n'y a pas d'image en fait. Et c'est là que justement le partenariat avec vous devient intéressant parce qu'on reprend, on modifie en fait la mise en page du livre pour vraiment l'éclater puis lui donner accès à beaucoup plus d'options que ce qui était habituellement utilisé dans les versions traditionnelles du EPUB. Et pensez-vous que le milieu de l'édition est prêt à passer au numérique, autrement qu'avec le PDF accessible? Ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant? Il est ouvert et puis il va être obligé de le faire, notamment à cause des lois en Europe qui font en sorte que les PDF ne seront plus disponibles à la vente à partir de 2025. Ça va être uniquement les EPUB et également avec une grosse volonté de l'Europe sur l'accessibilité. Donc, il y a vraiment une obligation légale pour de la vente, donc pour faire de l'argent, il va falloir se tourner vers là. Après, est-ce qu'il est... c'était quoi le terme? Comment tu as utilisé? Bien, passer autrement que le PDF accessible, c'est-à-dire que on comprend que c'est la voie numérique actuelle, c'est la voie, mais est-ce qu'il y a d'autres augmentations que l'accessibilité qui sont possibles dans le développement des œuvres numériques? C'est possible, mais pour l'instant, la plupart des développements qui ont été faits, c'est vraiment de prendre un livre et de créer une application, en fait. À date, il n'y a pas eu de développement comme on l'a fait avec cette version-là du EPUB qui offre vraiment toutes ces fonctionnalités-là, en fait. Puis on sait aussi que les applications sont très coûteuses. Donc, du point de vue, peut-être Simon, là, du point de vue commercial, quels sont les obstacles? C'est un des points de rupture majeurs qu'on a rencontrés en accompagnant, entre autres, Fonds Interactif dans la réalisation de leur application. Et les coûts étaient évidemment subventionnés à coût de 200-300 000 $. Et pour se retrouver pas de public, pas de marché. Exactement. Je pense que d'ailleurs, il faut pas se... Je reviens à ma notion de oui. Oui, il faut avancer dans ces domaines-là, mais si on est sur une réflexion comptable, on arrête tout aujourd'hui parce que ça coûte très cher. Je ne sais pas si vous avez su, mais il y a un groupe qui travaille étroitement à développer un espace de livres audio 100% québécois qui passait au Dragon hier, donc essayer d'aller chercher des sous. Ils ne les ont pas eus, mais par le fait même, on a su qu'ils avaient investi près de $1 million et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des structures déjà existantes, anglophones. On n'est pas dans une mentalité d'exploitation de l'ouvrage de ce contexte-là. Nicolas et moi, on en est conscients. Le développement d'un livre audio coûte plus cher que de faire un livre papier avec l'impression. Je veux dire, et pourtant, je vais en vendre 8, 9, et j'ai aucun pouvoir, j'ai moins de pouvoir sur la vente du livre audio. Donc, on pourrait s'arrêter là. Et puis, pour ce qui est du PDF, moi, je vais vous avouer que quand j'ai développé les premiers PDF avec Nicolas il y a quelques années, c'était en 2016 qu'on a commencé, j'étais frustré parce que j'avais une instance gouvernementale fédérale qui subventionnait et qui chaque année disait puis tes livres numériques. Puis moi, je disais, je fais des albums illustrés. La dernière chose que je veux, c'est savoir que mes enfants sont en train de lire des livres qu'ils devraient lire avec leurs parents, qui devraient pouvoir tourner les pages, qui se retrouvent en format numérique. Et j'étais contre ça. Mais quand ton subventionnaire principal te dit, puis tes livres numériques, à un moment donné, il dit, va t'en faire, puis comme ça, tu vas me lâcher. Tu vas me foutre la paix, je vais pouvoir faire d'autres livres en papier. Mais la réflexion a poussé, puis on aurait pu dire non, mais on a dit oui, on a poussé, puis Nicolas et moi, on a poussé vers, bien, si on fait des livres accessibles, faisons pas que des PDF. On a développé les EPUB, on a intégré aussi par la suite tout ce qui s'apparente aux besoins de la société européenne qui, en 2025, comme vous le savez, rendra obligatoire ce type de livre accessible. Ensuite, on a été approché par d'autres gens, dont ici mes collègues de gauche et de droite. Réponse tout de suite, c'était pas « ben on va voir ». On a dit oui. Élodile est arrivée avec Françoise qui avait des projets à l'Université de Montréal. On a dit oui tout de suite. Elle a demandé à plein d'éditeurs. Il y en a 2 qui ont répondu oui. Donc pour moi, c'est important d'avancer sur ces dossiers-là. Puis peut-être qu'on va arriver à la fin de ce long parcours puis se dire « non, ça ne marche pas ».
Mais je préfère avoir fait le parcours puis décider que ça ne marche pas que de dire, avant même qu'on aille essayer, que ça ne marche pas. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait embarquer là-dedans. Et c'est surtout Nicolas, je dois le dire, là, qui travaille fortement à développer ça avec Réa, notre collègue qui est présentement à Sept-Îles, puisqu'elle est aussi autrice. Mais tout ça nous amène à une dernière question, peut-être pour vous, peut-être Nicolas, tu pourrais nous dire l'expertise, à la lumière des 4 ans là, qu'on vient de passer, du développement du EPUB dans le format qu'on va vous montrer, puis on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce format-là par rapport à, pour atteindre les publics scolaires, parce que l'objectif reste de trouver une manière de former à la littératie numérique les publics scolaires avec des œuvres accessibles. Et donc, Nicolas, quelle expertise? Est-ce qu'il faudrait une autre expertise au sein de l'équipe pour pouvoir produire le genre de EPUB sur lequel on travaille, malgré tout le travail d'accompagnement que Gwen là, veut faire dans ses guides? Qu'est-ce que vous en pensez là, jusqu'à présent? Ben, c'est sûr qu'il nous faut des ressources supplémentaires. Parce qu'en ressources humaines, je veux dire, sans votre l'aide, sans l'aide de Gwen, c'est clair que nous, on n'aurait pas fait. On n'a pas l'expertise de ça. Puis, premièrement, il y a deux besoins. Un besoin en termes de technologie, maîtriser la technologie, parce que même si on a des guides, il faut être à l'aise aussi par rapport à ça. Puis, en termes de pédagogie aussi, savoir c'est quoi les besoins réels des enseignants, des étudiants également. On a beau être en contact, notre expertise, ça reste toujours le livre papier. Tout ce qui sort du livre papier, on va l'acquérir, mais ça demande plus de temps. Puis à un moment donné, on est limité aussi dans les ressources humaines parce qu'on n'est pas dans un secteur qui fait des millions et des millions non plus. Oui, puis dans le cas que Gwen va nous décrire là, dans une minute, on a un format, EPUB 3 qui provient d'une collection qui existe déjà. Donc, je voudrais juste qu'on conclue notre premier échange sur cette collection. Donc, peut-être, Simon, tu veux nous en glisser un mot? Oui, puis je veux juste prendre quelques secondes sur la question aussi. Est-ce que la solution idéale, c'est d'avoir quelqu'un de plus à l'interne ou c'est de céder les droits pour une version autre? Je veux dire, moi, je vends les droits à des Chinois, des Coréens, des Italiens. Quelqu'un viendrait demain matin et dire « j'aimerais faire un film avec », c'est pas moi qui va faire le film. Je vais céder les droits pour la création du film. Donc, je ne veux pas m'arrêter à dire qu'il faut que ça soit chez nous. L'idée, c'est qui est la meilleure personne ou qui est la meilleure instance pour créer l'outil, mais aussi, est-ce que cette personne-là a les moyens ensuite d'aller vendre le produit? Parce qu'on a vu ce qui arrive. On peut avoir beaucoup d'argent d'une instance gouvernementale pour faire quelque chose, mais ça ne sert à rien. Je dis toujours que c'est bien beau de faire des beaux livres, mais s'ils restent dans l'entrepôt, c'est une perte financière. Puis moi, je suis quand même dans un mandat de faire des livres qui se vendent, pas juste faire des livres. Pour parler de la collection très rapidement, cette collection est une des 3 collections que j'ai gardées quand j'ai racheté les 400 coups. Pour l'anecdote, il y en avait 27. Je trouvais qu'il y en avait un peu beaucoup, dont des collections de 1 titre. Cette collection, c'est la seule collection, globalement, dans ma tournée des librairies, parce que personne ne me connaissait, moi je venais du scolaire, où on m'a dit il faut que cette collection revienne, parce qu'elle avait plus ou moins disparu des tablettes. L'éditeur, les 400 coups, à ce moment-là, avait décidé de ne plus imprimer, de ne plus publier, de ne plus pousser cette collection. Alors, cette collection est bâtie sur la notion de photo d'archives. Et elle relate une histoire, c'est une docu-fiction, dans laquelle on retrouve une histoire. Donc, dans ce cas-ci, arrivé à Bonport, on parle des immigrants qui sont arrivés au début du 20e siècle au Québec. Mais ça pourrait être Halifax, ça pourrait être n'importe où. D'ailleurs, ça a peut-être encore plus de résonance aujourd'hui parce que l'immigration est un sujet constamment dans nos nouvelles. Et donc, à travers une histoire, une trame narrative, on a l'histoire de gens qui ont immigré ici. Et à la fin, on a un complémentaire qui donne des outils de type documentaire informatif. Donc, cette collection-là est renée. Elle a aussi de la misère à sortir, mais c'est une des collections que j'ai dit il faut la faire parce qu'on a besoin d'ouvrages de ce genre au Québec. Donc, elle sort de notre réalité. Habituellement, nous, on fait des albums de type fiction. Là, on est dans la non-fiction, la fiction documentaire. Bien, merci beaucoup, Simon et Nicolas. D'ailleurs, on peut peut-être faire circuler le livre, si vous voyez. Vous allez comprendre pourquoi on a eu un coup de cœur pour cette collection et pour ce livre. Et qu'on a Virginie vous donne la première édition, qui était celle souple.
Ouais, Alors, on va poursuivre avec Gwenaël Graindorge, qui est créateur numérique, éditeur spécialisé en accessibilité, en édition web et dans les ouvrages innovants au format EPUB 3. Il a participé au sein de l'équipe LMM et en collaboration avec les éditions Les 400 coups à la création du prototype d'œuvre de littérature jeunesse innovante, donc celui-ci arrivé à bon port. Il est également chargé de cours en édition numérique à Poitiers et à Rennes et a notamment fondé la maison d'édition Les Presses de l'Écureuil, les éditions WeWorka ainsi que la librairie L'Officine livresque spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Donc, Gwen, je vais l'appeler Gwen parce que c'est comme ça qu'on se nomme. Gwen, présente-nous le prototype. Donc, en partant, là, vous allez voir comment l'album a été augmenté en EPUB 3. Alors, plutôt que de commencer à m'écouter, on va lancer une petite vidéo. Ah, il faut parler plus fort et plus proche du micro. C'est bon. Ah non. Okay. On va lancer une petite vidéo qui va vous présenter le projet. On va juste à vitesse de lecture, là. Et normalement, voilà. C'est pas très long, ça dure 3-4 minutes. Silencieux, mais je pourrais vous dire qu'on voit les augmentations didactiques, hein, parce qu'on a fait des ajouts pédagogiques sur l'œuvre. Donc, je pense que c'est... On peut l'arrêter, oui. Voilà. Comme ça, vous aurez un peu... Ça vous donne déjà une idée. Une idée du prototype. Donc, Gwen, oui. Pourquoi le EPUB? Je suis sûre que tout le monde se demande pourquoi ce format. Alors, l'idée de prendre ce format, c'est déjà qu'il s'inscrit dans la chaîne du livre. Il est déjà bien établi, donc sur un format qui est libre, qui est normalement recomposable. C'est-à-dire que le contenu va s'adapter en fonction des matériels qui vont être utilisés, que ce soit un téléphone, un iPad, une liseuse. Il permet l'intégration des métadonnées, donc des suivis de vente. Pour un éditeur, c'est quand même important. Par contre, il est limité. Il est limité tout simplement parce qu'aussi il a été pensé pour un format plutôt homothétique, ou avec quelques images. Ce qui fait que pour des albums augmentés, on est normalement assez rapidement contraint par l'interface du logiciel de lecture. Et l'idée du projet, quand je suis arrivé, c'était de dire, ok, on va prendre ce qui existe dans l'applicatif. Il y a beaucoup de choses qui existent dans l'applicatif qui sont très immersives et qui coûtent cher en termes de développement. On va conjuguer ça avec ce qui existe dans le web, donc toutes les technologies du web qui sont là aussi des langages de programmation qui sont libres et facilement accessibles. Et on va essayer de les mixer au sein d'un EPUB, donc de sa dernière version, la version 3, et de rendre, en prenant l'exemple donc d'un album de jeunesse documentaire, on peut dire ça, un album de jeunesse documentaire, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et à quel point on peut repousser les limites du format en restant vraiment un maximum accessible sur les plateformes de distribution, puisque l'intérêt aussi, c'est qu'au-delà du prototype, on arrive à un EPUB qui puisse être réplicable,
mais qui puisse parfaitement s'intégrer, donc on puisse l'acheter, que ce soit sur les libraires.ca, sur la plateforme Biblius, mais aussi auprès des grands acteurs, Apple, Amazon, etc., au même titre qu'un EPUB classique, homothétique, on va dire, en roman. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce format. Et en quoi ce prototype diffère-t-il d'un livre numérique plus classique? Alors il diffère oui et non. On va aller dans... En réalité, au sein d'un même format, on va avoir plusieurs éditions différentes. On va avoir une première édition qui va vraiment se rapprocher au plus près de ce qu'on peut connaître normalement dans un livre numérique classique au format EPUB, c'est-à-dire qu'on a vraiment un enchaînement texte-image qui suit le schéma narratif qui a été proposé par l'ouvrage papier, qui, par essence, de nouveau, est recomposable, c'est-à-dire qu'on peut changer la taille des caractères, le type de police de caractères qu'on utilise, le fond, on peut passer en mode jour, en mode nuit, sauf que déjà, à ce niveau-là, on y a rajouté une première couche et d'interactivité, mais aussi d'accessibilité. Tout à l'heure, Simon, tu parlais de l'importance des textes de remplacement dans les images pour qu'ils puissent être utilisés et en syntonisation vocale et aussi pour les publics malvoyants. Dans l'édition classique, on va retrouver ces éléments-là. On va pouvoir ajouter des éléments plus interactifs, par exemple, pour qu'une lecture sur tablette puisse convoquer une note de bas de page, non pas en fin d'ouvrage, mais avec tout simplement un pop-up interactif. Sur cette édition dite classique, on y a rajouté une édition augmentée, qui, désolé pour l'énorme faute d'orthographe sur le mot, qui est un mode non linéaire, qui va nous permettre à ce moment-là de nous rapprocher d'une vision plutôt applicative. Donc on va se retrouver dans une version qui est en totale immersion en plein écran, et on va reprendre des gestes de lecture et de navigation qu'on a plus l'habitude sur du web ou d'une application, que sur un EPUB classique où au final on singe une tournée de pages. La page en elle-même n'existe plus, elle est recomposable, mais le geste lui reste identique. Et donc là on peut réinventer complètement et nos modes de navigation et nos modes de lecture pour aussi s'adapter au plus près de la narration qui est proposée déjà dans l'ouvrage original, mais aussi des augmentations qu'on va vouloir y apporter. Est-ce qu'on veut une navigation horizontale, type scroll, qui se rapproche du web? Est-ce qu'on veut des navigations multidirectionnelles? Est-ce qu'on veut des systèmes de fenêtres qui s'affichent et qui se ferment? On est vraiment quasiment libéré de l'interface classique qu'on peut avoir sur un livre numérique qu'on a l'habitude d'avoir. Et tout ça peut être dans un format qui respecte la chaîne du livre, donc de la production jusqu'à la réception par les publics, donc et qui peut être commercialement viable. On pourra en rediscuter à la fin, là, reposer la question peut-être à Simon. Quelles augmentations sont actuellement proposées là, sur le prototype arrivé à bon port? Sur quoi, Gwen, tu as travaillé jusqu'à maintenant? Puis après, avec Virginie, on va voir pourquoi on a voulu faire ces développements. Alors, il y a deux niveaux d'augmentation. Il va y avoir des augmentations au niveau et du confort de lecture et de l'immersion. Déjà par les sens de navigation, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un système unique de navigation, on va avoir juste une navigation par scroll verticale, on va arriver dans un système de sélection par navigation horizontale où on peut tout simplement swiper d'un chapitre à un autre ou d'une partie à une autre. Puis on rentre dans le mode de lecture vraiment beaucoup plus linéaire, classique, qu'on pourrait retrouver sur le web avec une lecture verticale, on scrolle dessus. On a des augmentations sur les types d'apparition d'images, assez classiques, sur les ajouts supplémentaires qui peuvent être sur les pop-up, pour les notes de bas de page, soit les légendes des images, qu'on va pouvoir venir convoquer à la volée. On a un mode de lecture qui va nous permettre aussi de scinder la partie textuelle de la partie image, qui peut être un autre mode de lecture immersif. Là aussi, on va venir directement convoquer les images qui vont nous intéresser et on se repositionne dans une immersion totale sur l'image sur laquelle on peut travailler avant de revenir au texte courant. Ça, ce sont vraiment des augmentations purement de navigation. À cela, on a rajouté d'autres éléments qui peuvent être des ajouts de bibliothèques d'images. Par exemple, là, on est sur un album qui fait appel à beaucoup d'archives. Donc, on va pouvoir convoquer au sein même de notre lecture sans avoir ce principe de changement de page. Encore une fois, il faut vraiment le penser comme hors la page. Toujours, c'est un peu le même principe des pop-up. On va venir avoir une surimpression
d'un élément, d'une information supplémentaire qui va à nouveau nous immerger complètement pour qu'à un moment donné, on veut accéder à un certain nombre d'images d'archives qui vont être documentées. Et donc là, on va naviguer au sein d'une collection d'images qu'on va pouvoir de nouveau convoquer individuellement ou en groupe pour pouvoir accéder à nos infos. On va pouvoir avoir aussi un mode... On a une représentation plutôt ici. Donc sur l'image en haut à droite, c'est la bibliothèque d'images qui a été rajoutée. On a des navigations en zoomant sur une image très précise qui vont nous permettre aussi de convoquer des informations sur des éléments précis de l'image pour afficher des informations sur les personnes qui y apparaissent, soit sur l'origine de l'image. Là, on voit des personnes qui s'apprêtent à débarquer d'un bateau. On va pouvoir avoir des fiches audio qui vont être aussi assez intéressantes. Donc, toujours le principe de superposition d'un contenu supplémentaire sans sortir de sa lecture en cours, ce qui est toujours le plus important. On va pouvoir convoquer, par exemple, une interview de descendants de migrants qui vont expliquer leur situation personnelle, avec la possibilité de pouvoir écouter l'interview en fond pendant notre lecture. Donc on est toujours libre de nos gestes de navigation, de pouvoir consulter les éléments textuels qui sont ajoutés et en même temps pouvoir écouter l'audio. Ça ressemble encore une fois à du web, mais tout ça reste au sein d'un EPUB qui peut être consulté hors ligne. On n'a pas besoin d'être connecté forcément à Internet. Et sur divers appareils. Et sur divers appareils. Une des choses que tu t'es assuré que dans nos écoles, par exemple, on a des iPads qui peuvent dater de 10 ans ou être tout récents. Il faut que le EPUB puisse être joué, consulté, travaillé en classe. Le prof qui arrive, qui veut travailler sur le EPUB, il faut que les appareils puissent l'ouvrir. Il y a aussi une recherche même de pérennité au-delà d'une typologie de matériel ou même d'une ancienneté de matériel. Il faut que depuis un seul et même fichier, on puisse accéder à minima à l'intégralité du contenu, même si on est sur une liseuse donc à encre électronique qui a 15 ans. Il y a quand même cette nécessité-là. Ça serait vraiment dommage, même une erreur, d'avoir un éclatement des formats, où c'est le même format, mais un qui va être dédié 100% aux liseuses, etc., un autre qui va contenir uniquement la version augmentée, et après on ne sait plus quelle version on a, on ne sait plus où on en est. Là, c'est au sein d'une même version, et c'est suffisamment solide en termes de conception pour pouvoir, oui, fonctionner sur des appareils qui ont quasi 10 ans. Mais vu qu'on est sur un format qui, encore une fois, est libre et qui n'est pas géré par des grandes entreprises, donc un format fermé, on est assuré aussi que l'expérimentation actuelle, dans 10 ans, tant que le format en lui-même existera, elle sera toujours lisible. Et ça va même au-delà, étant donné qu'on utilise des technologies du web, qui sont le HTML, le CSS, le JavaScript, il est tout à fait possible, si dans un certain nombre d'années, le format évolue ou même disparaît en tant que tel. Il n'y a plus le format EPUB, il y a un format autre chose. Les technologies qui auront été utilisées sont tellement ancrées dans les fondamentaux du web que de toute manière, nous pourrons récupérer et l'information et ses mises en page pour pouvoir les faire évoluer en même temps que soit l'évolution du format en cours, soit l'apparition d'un nouveau format. Donc il y a une vraie recherche de pérennité et de solidité de ce qui est mis en place techniquement pour pas que ce soit... Je prends souvent l'exemple des applications. Quand un système... Moi, je suis sur Apple, donc je vais prendre le système de l'iPhone. Quand les iPhones ont fait des grands bonds générationnels, avec le système d'exploitation et avec le matériel, on se retrouve avec des vieilles applications qui ne peuvent plus être lues. Elles ne sont pas obsolètes en soi. Si on reste sur le même matériel de l'époque, avec le même système, on peut continuer à les lire. Mais on ne peut pas les faire évoluer en même temps que l'appareil. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est que ça coûte trop cher. Il faut reprendre quasiment le développement de zéro. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner les futures évolutions du format. Simon parlait tout à l'heure de l'interdiction en Europe à partir de 2025 de publier autre chose que de l'EPUB 3. C'est même au-delà de juste l'EPUB, qui doit correspondre à un certain grade d'accessibilité. Notamment une table des matières interactive, des textes de remplacement sur les images, etc. Il y a des millions d'EPUB qui existent encore aujourd'hui, qui sont dans un format antérieur, qui sont parfaitement lisibles, mais puisqu'ils ne correspondent plus à ces normes, on va se retrouver bloqué, et donc il faut refaire un travail dessus. Donc beaucoup d'ouvrages potentiellement vont juste tomber dans l'oubli, parce qu'ils ne pourront plus être commercialisés. C'est pas qu'ils seront plus disponibles, ils n'existeront plus, ils seront toujours là, mais on ne pourra plus les commercialiser. Donc il y a vraiment cette volonté d'être sur
on s'intègre parfaitement dans la chaîne du livre, on continue à l'accompagner, tout en proposant quelque chose qui est un peu plus innovant et qui peut être surtout répliqué. Oui. Alors, tant qu'à tout mettre dans le EPUB 3, on a aussi cette volonté de mettre l'accompagnement des lecteurs. Des lecteurs, donc, le dispositif contient aussi un accompagnement pédagogique pour aider à former à la littératie visuelle, littératie numérique et à l'univers social, donc puisque ce sont des thèmes enseignés à l'école. Donc, je vais vous présenter maintenant, et je te remercie beaucoup, Gwen, Virginie Martel, qui est professeure en didactique des sciences humaines et sociales à l'UQAR-Lévis, l'Université du Québec à Rimouski, mais à Lévis. Elle a cofondé le Limier, une unité de recherche préoccupée par la littératie illustrée en éducation formelle et informelle. Elle dirige aussi son prolongement mobile, le Limier Voyageur, alors consacré au développement de la littératie en milieux ruraux et ou défavorisés. En fait, Virginie, littéralement, se promène en Westphalia avec des livres à travers le Québec rural pour faire découvrir la lecture aux enfants et aux plus grands. Donc, elle est aussi membre de LMM, elle est aussi directrice de la revue Multimodalité. Elle s'intéresse principalement aux questions didactiques liées à la lecture-réception dans les disciplines des sciences humaines et sociales et aux différents supports multimodaux et objets culturels permettant à l'école et hors les murs de l'école de s'informer, d'apprendre sur des sujets divers ou plus largement de comprendre et de réfléchir le monde. Donc, je te laisse présenter le volet pédagogique et les visées didactiques comme dernier bloc de présentation. Merci, Nathalie. Je tiens quand même à dire que tous ces visées didactiques, pédagogiques ont été réfléchies en collaboration avec Nathalie. Donc, elle ne se présente pas, mais dans les faits, elle s'est présentée un peu en amont, mais donc avec son expertise de didactique de la lecture, de l'écriture, donc en didactique du français, et la mienne en didactique des sciences humaines, qu'on appelle ici univers social, géographie, histoire, éducation à la citoyenneté. On a joint nos intérêts et puis nos réflexions didactique là, pour essayer de penser effectivement autour de ce nouveau prototype-là et de ce projet innovant, donc un accompagnement qui pourrait vraiment contribuer dans le monde scolaire à venir aider les élèves. Et je vais quand même ajouter une précision. La collection Mémoire d'images et entre autres le volume qui circule actuellement a été choisi aussi parce que nous avons consulté les milieux scolaires en amont pour savoir quels étaient leurs besoins. Ils avaient des besoins au regard du documentaire jeunesse et ils avaient des besoins au regard d'un thème comme l'immigration qui est à traiter de manière obligatoire en 5e-6e année. Alors, pour avoir une bonne réception des milieux scolaires, il nous paraissait intéressant de bâtir un prototype dont on savait qu'il trouverait écho dans les besoins du milieu. C'est l'idée aussi. On espère aussi que dans les familles, un tel prototype pourrait se rendre, mais c'est le public scolaire qu'on visait. Donc, c'est vraiment donc ce qu'on a pensé dans cette structure interactive d'accompagnement pédagogique pour justement, à quelque part, bénéficier des bienfaits de la technologie. Alors, peut-être un peu vous situer, là, on rentre dans le monde de l'éducation cet après-midi, mais vous avez tous passé par l'éducation, vous avez tous des enfants, petits-enfants, etc. Et ces élèves à l'école vivent des difficultés diverses, nombreuses selon les élèves, plus nombreuses selon les milieux. Les difficultés qu'on observait, sur lesquelles on a travaillé, d'abord, c'est sur la difficulté des élèves à traiter l'information dans les images. Bien que ce soit les enfants d'aujourd'hui soient nés dans une civilisation de l'image, ils ne savent pas nécessairement traiter ces images et sortir l'information conséquente. Donc, il y avait cette première réalité-là, celle aussi de lier image et texte, c'est-à-dire que s'il y a de l'image et du texte, ils vont parfois, souvent même, se concentrer sur l'un des deux sans penser que les deux sont complémentaires l'un à l'autre. Donc, on voulait les aider à cet égard-là. Il y avait aussi tout ce qui relève plus de la littératie numérique, donc se repérer dans des interfaces et des modes de navigation qui sont variés maintenant, qui sont différents d'une structure à l'autre. Et au regard de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire et de la géographie proprement dit, on sait aussi qu'on a de grandes difficultés avec les élèves à ce qu'ils mobilisent les opérations intellectuelles, par exemple établir des faits, comparer des faits entre eux, établir des liens de causalité. Ce sont tous des opérations intellectuelles nécessaires à la pensée historique et géographique pour lesquelles les élèves du primaire et aussi du secondaire, et moi je vous dirais même mes étudiants universitaires, peinent. Alors on voulait accompagner cette structure-là aussi avec le volet.
Donc, alors pour la littératie visuelle, là, donc c'était l'un de nos enjeux. Peut-être, mais je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je le redis quand même, hein, c'est cette habileté-là à accéder, analyser, évaluer, communiquer une information sur n'importe quelle forme qui nécessite le traitement cognitif de l'image, qu'elle soit mobile ou fixe. Donc, dans notre cas, elle est particulièrement mobile, fixe, mais elle peut devenir mobile de par les ajouts qu'on fait, parce qu'on fait plusieurs ajouts aussi. Et puis, ben, cette éducation à l'image que sous-tend cette littératie, ben, malheureusement, particulièrement au Québec, je vous dirais qu'il y a des provinces canadiennes beaucoup plus avancées que nous. Il y a des pays beaucoup plus avancés que nous aussi, mais ça tarde à s'implanter dans le monde scolaire. Donc, ça reste un peu aléatoire, ça se fait en dehors de la classe, sans méthode préalable, bien qu'il y a toujours des exceptions et des enseignants formidables qui le font, mais d'office, c'est pas dans les orientations. Et en univers social, donc dans ce qu'on appelle histoire et géo, on l'observe particulièrement parce que faire de l'histoire et faire de la géo, c'est régulièrement convoquer des documents iconographiques avec lesquels l'image occupe une place importante, et on sous-tend que les élèves vont comprendre ça. Or, ils comprennent que dalle de ce qu'ils regardent dans cette image-là. Ils ressortent pas les informations que l'on veut. Donc, pour nous, on voulait aller les aider à cet égard-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, on voulait aussi les accompagner dans tout ce qui permettait intellectuellement de réfléchir le monde, finalement, de comprendre les informations qui nous sont données à voir pour établir ce qui relève d'un fait, d'une opinion, mettre en relation les faits, établir des liens de causalité, etc. Donc, et en parallèle, ben, je dis en parallèle, mais ça l'occupait une de nos grandes préoccupations, c'était tous les enjeux reliés à la littératie numérique. Donc, cette nouvelle forme de lecture, d'écriture, donc de réception et de production, qui aujourd'hui transforme complètement les compétences attendues pour l'expertise, même en alphabétisation. Et on voulait vraiment accompagner les élèves à cet égard-là, donc pour les aider à recourir aux ressources numériques, à être capables de voir les combinaisons sémiotiques, à acquérir les gestes qui sont propres maintenant au numérique. Donc, on avait beaucoup d'objectifs, on les a encore, on n'a pas réussi encore à tout penser nos dispositifs, mais on a un début de dispositifs, et la plupart de ces dispositifs, de ces actions, de ces activités sont basés sur les nombreuses études, expérimentations, projets que mène le groupe LMM depuis plusieurs années dans les écoles, en co-création avec des partenaires, comme on le fait maintenant avec les éditions 400 coups, on le fait avec plein d'autres partenaires, où on tente d'expérimenter, de mettre en place des choses, voir quelles sont les conséquences pour les élèves, comment on pourrait améliorer les choses. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre revue qui propose toujours les résultats régulièrement de ces différentes études-là. Donc, je passe un peu plus vite là, pour finir, parce que je voudrais qu'il y ait une période de questions, ça serait bien, hein, mais pour peut-être vous dire que dans les augmentations didactiques qu'on propose actuellement, il y a le volet réception, volet lecture. Gwen en a déjà parlé un peu, hein, un accompagnement que l'on fait pour l'aider à traiter l'image, etc. Et il y a un volet production qu'on espère. Donc, très rapidement, le volet de dispositif de lecture-réception, c'est par exemple d'avoir tout un parcours d'accompagnement pour l'élève où on revient vers lui avec les questions qu'il doit se poser, par exemple, quand il a une nouvelle image face à lui. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette image-là? Elle provient d'où? Pourquoi tu penses qu'on la place là, ici, à ce moment-ci? Est-ce qu'il y a des aspects du texte qui peuvent t'aider à saisir cette image? Donc, on a un parcours accompagné où les questions lui sont données et les réponses lui sont fournies, et ensuite un parcours un peu plus autonome, qu'on pourrait dire, où là, on lui rappelle seulement « Oh, oublie pas que tu as des questions que tu peux te poser, sois actif face à tes images ». Donc ça, c'est un des dispositifs que l'on a mis en place, qui est en complémentarité avec ce qui se fait déjà parfois en univers social ou même dans d'autres disciplines. Et un autre dispositif auquel on croit beaucoup, puis là, c'est celui-là qu'on doit créer dans les prochains mois, c'est un dispositif de production qui amènerait les élèves à devenir, grâce au EPUB, devenir eux-mêmes des producteurs de récits historiques sur la base de témoignages d'archives. Donc, d'avoir, dans le cadre du dispositif qui est là, une banque, par exemple, d'images, de témoignages, où l'élève pourrait par lui-même ensuite faire la suite de l'histoire, créer une autre histoire en lien avec le thème de l'immigration ou d'un autre thème d'un documentaire qu'un jour on pourra produire, parce que tant qu'à moi, je voudrais faire toute la collection Mémoire d'images. Mais je vais y aller avec un livre à la fois.
Donc, ça serait essentiellement, on pourrait le dire encore plus, mais je pense que la période de questions peut être intéressante On aussi. s'inspirera de la sémiotique de terrain d'Alexandra. Oui, ben ça fait vraiment écho avec. Ça avec fait le écho projet. et je me suis dit, Ouais. que ce serait bien ça de mettre les élèves en action dans cette perspective-là de ce Ouais, qu'Alexandra a littérature de proposé. terrain. Ouais. Voilà, et je laisse la parole finale à Nathalie avec justement nos projections et surtout nos questions qui nous dévorent l'esprit. C'est la question, ouais. C'est la question quoi, qui tue, la là? reproductibilité, oui, on va terminer là-dessus. Est-ce que tous ces efforts pour essayer justement de trouver un format qui contient un ensemble de possibles, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il soit reproductible à peu de coûts et qu'on puisse leur rendre plein d'histoires disponibles dans ces formats-là pour la formation des jeunes, mais aussi pour leur plaisir. Donc voilà.